Bonjour et bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui nous bouscule un peu, qui nous invite à regarder au-delà du confort de nos certitudes. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? Au milieu du bruit, de la foule, et c'est si facile de se laisser porter. Parfois même, pour se rassurer, on se murmure une petite phrase, une sorte d'excuse. Après tout le monde fait comme ça. Eh bien, c'est justement cette petite phrase que le penseur Bediüzzaman Said Nursi a analysée dans les années 1920. Sa réflexion, c'est comme un panneau stop sur l'autoroute de nos habitudes, ça nous force à marquer une pause. Alors, décortiquons ça ensemble. On commence tout de suite, première section, le piège du conformisme. On va s'attaquer à cette première partie de la phrase qui a l'air si banale, « je suis comme tout le monde ». Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Dire « je suis comme tout le monde », ça semble anodin, c'est une sorte de refuge. C'est une façon de se fondre dans le décor, de ne pas faire de vagues. Mais attention, derrière cette apparente simplicité se cache un mécanisme psychologique bien plus puissant, et parfois bien plus dangereux. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a la sécurité du groupe, l'anonymat, le confort de ne pas avoir à décider seul. De l'autre, il y a l'individu, seul, qui doit assumer ses choix, le risque d'être jugé, et surtout le poids de sa propre responsabilité. C'est un peu l'instinct du troupeau, non? Rester groupé, c'est se sentir protégé. Et figurez-vous que la psychologie moderne a mis un nom là-dessus, la diffusion de la responsabilité. En gros, plus le groupe est grand, moins on se sent responsable individuellement. C'est l'exemple classique de l'accident où personne n'appelle les secours, parce que tout le monde pense que quelqu'un d'autre va le faire. Se cacher derrière le tout le monde, c'est un piège qui nous décharge de nos responsabilités morales. Allez, deuxième section, seul à la porte. Après le confort du groupe, la citation nous balance une réalité beaucoup plus directe. Une ligne que chacun, absolument chacun, doit franchir seul. La porte de la tombe. C'est une image incroyablement forte. Il ne s'agit pas seulement du moment de la mort, attention. Pensez aux grandes épreuves de la vie, une maladie, une trahison, une faillite. Dans ces moments, même si on est entouré, on ressent une solitude profonde. C'est de cette porte-là dont il est aussi question. Tout au long de notre vie, on collectionne des compagnons de route. La famille, les amis, notre statut social, nos possessions. Tout ça, c'est précieux. Ça nous donne du soutien, de l'amour, une identité. Ce sont des piliers de notre existence ici-bas. Mais, et c'est là le point crucial, toute cette compagnie a une date de péremption. À cette fameuse porte, tout s'arrête, net. Même les personnes qu'on aime le plus au monde, nos parents, nos enfants, ils restent sur le seuil. Ils nous accompagnent en pensée, mais ils ne peuvent pas faire le voyage à notre place. Troisième section, une consolation sans valeur. D'accord, on a compris que nos compagnons s'arrêtent à la porte. Mais qu'en est-il de ce petit réconfort qu'on trouve quand on souffre tous ensemble? Eh bien, la citation vient remettre ça aussi en question, radicalement. C'est un réflexe tellement humain. Quand un malheur nous tombe dessus, savoir qu'on n'est pas le seul dans la galère, ça procure un soulagement bizarre. Une crise économique, une épidémie, le fait de ne pas être seul dans l'épreuve, c'est une sorte de baume. Mais pourquoi au fond? La psychologie nous donne quelques pistes. D'abord, il y a la normalisation. Si d'autres vivent la même chose, notre souffrance nous paraît moins anormale. Ensuite, il y a la comparaison. On se rassure en se disant « bon, il y a pire ». Et enfin, l'idée qu'un fardeau partagé est plus léger. C'est le fameux « le malheur aime la compagnie ». Mais c'est ici que la citation frappe très fort. Cette consolation est qualifiée de « sans fondement », c'est-à-dire sans base solide, invalide, nulle. Autrement dit, ce qui nous a peut-être soulagés temporairement dans ce monde perd toute sa valeur face à la réalité ultime. C'est du vent. On peut imaginer ça comme deux mondes, avec deux monnaies différentes. Dans le monde d'ici et maintenant, la monnaie, c'est la popularité, le consensus du groupe, les excuses collectives. Ça a de la valeur. Mais de l'autre côté de la porte, cette monnaie ne vaut plus rien. La seule devise qui accourt, c'est la sincérité, les actions personnelles, la responsabilité individuelle. L'excuse « mais tout le monde le faisait » n'est plus acceptée. Allez, dernière section, repenser sa boussole. Bon, c'est bien beau d'analyser tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment cette sagesse peut-elle nous éclairer? De l'autre côté de la porte, le collectif n'existe plus. Le tout le monde s'est évaporé. Il ne reste qu'une seule personne face à ses actes, ses intentions, ses propres comptes. C'est le face-à-face ultime avec soi-même. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale. Si suivre la foule n'est pas une stratégie viable à long terme, alors qu'est-ce qui doit nous guider? Où se trouve la véritable boussole pour naviguer dans la vie? Pour continuer la métaphore, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos pour ce voyage qu'on devra obligatoirement faire en solo? Quelles sont les valeurs, les actions, les qualités qui, elles, ne se dévalueront pas une fois la porte franchie? Au final, le message est d'une clarté limpide.
L'idée, ce n'est pas de rejeter la compagnie des autres, bien sûr que non, c'est de reconnaître qu'elle a ses limites. C'est une invitation à calibrer sa propre boussole, non pas sur les mouvements de la foule, mais sur des principes solides et vrais. Parce que pour le voyage le plus important de notre existence, la direction qu'on choisit est infiniment plus cruciale que la compagnie que l'on a.